Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Vos questions pour moi ont beaucoup de valeur, c'est la raison pour laquelle même les questions que vous posez en commentaire, je prends la peine de répondre dans les 30 minutes, sinon dans les 10 minutes qui suivent la question. Bon, sur mes origines, comme je dis, j'aime à le dire sous mes vidéos, je suis un Camerounais. Je suis né au Cameroun. Ça, ce sont mes origines. Je suis Camerounais. Mais mon pays, je le dis très souvent lorsqu'on me pose la question, mon pays c'est l'Afrique. Et le Cameroun, c'est juste mon quartier. Donc, je suis un Africain de nationalité africaine. Et le Cameroun, c'est juste mon quartier. J'aime l'Afrique, je suis vraiment un amoureux de l'Afrique. Je suis vraiment amoureux de l'Afrique. L'Afrique, c'est mon paradis, c'est carrément mon paradis. Et certains m'ont demandé pourquoi, si c'est ton paradis, tu ne vis pas dans ton paradis. Oui, les circonstances ont voulu que je me retrouve hors de mon paradis. Mais j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à mon paradis. Et c'est l'une des raisons d'être de cette chaîne YouTube, c'est l'une des raisons d'être des différents projets que je suis. Et je vais également vous en parler, parce qu'il y a aussi eu des questions à ce niveau-là. Je vais vous parler de ces projets-là, et vous comprendrez que je respire et je vis uniquement pour mon paradis, qui est l'Afrique. Mon parcours. Bref, j'ai fait mes études primaires au Cameroun, bien sûr, non loin de Bafia. Vous voyez, quand vous partez à l'ouest, vous quittez Yaoundé, il y a Bafia. C'est dans une ville, Bokito. J'ai fait là-bas le lycée, l'école primaire et le lycée. Et après ça, après mon bac, je suis monté comme tout étudiant à l'époque à l'université de Yaoundé. Et après les études universitaires, j'ai commencé à travailler dans une structure de la place, une bonne structure de la place. Rapidement, j'étais dans des postes de responsabilité très élevés, mais et tout se passait bien, du moins tout semblait bien se passer. Mais au fond de moi, je sentais une certaine tristesse et je sentais un certain désir de faire ma vie autrement. Et après, j'avais l'impression que je vivais dans la carapace de quelqu'un d'autre. Ça allait bien, j'avais un salaire normal pour un Camerounais, c'est-à-dire qui vit au Cameroun. C'était normal. Et puis j'avais des à côté, parce que j'avais des activités que je faisais à côté, qui me rapportaient parfois l'équivalent aussi de mon salaire. Donc bref, j'essayais de gérer comme on dit au pays. Je gérais comme on dit au pays. Mais au fond de moi, je sentais un vide, je sentais une envie de tout casser, comme on dit parfois, et de tout recommencer, quoi. Donc, au vu de cela, j'ai décidé de faire quelque chose pour justement changer tout ça, tout ce quotidien, ce train-train-là que je n'arrivais plus à supporter. Alors, j'ai engagé des programmes. Il faut avouer que je lis beaucoup, donc j'ai commencé à orienter mes lectures dans ce sens-là, dans le sens qui pouvait me permettre de capter quelque chose pour changer radicalement mon quotidien. Donc ça n'avait rien de financier, c'était beaucoup plus qu'est-ce que je veux vivre, quel style de vie je voudrais vivre, comment je voudrais me rendre utile à ma société. C'était beaucoup plus ça la question. Donc, j'ai engagé comme ça des actions qui finalement m'ont permis d'avoir quatre acceptations, parce que mon problème était de me former, donc de me former et puis de m'épanouir par rapport à ce que je voulais effectivement faire à cette époque-là.
Donc c'est comme ça que j'ai choisi, je voulais faire dans le traitement des eaux parce que j'ai eu la chance, ou du moins la malchance de vivre dans un quartier à Mingomane où on avait l'eau, sur les 30 jours de la semaine, il y avait l'eau 2 fois, il y avait l'eau 2 jours seulement sur 30 jours. Donc il fallait faire des pieds et des mains pour avoir un peu d'eau à la maison. Donc, je savais que j'avais des bases de la chimie du traitement des eaux. C'était des matières que j'avais fait et j'avais fait un master par le passé sur les traitements des eaux. Alors, je me suis dit, si nous ne prenons pas des initiatives, si nous n'avançons pas, comment est-ce que nous pouvons être là avec tout ce temps passé et nous rencontrons toujours ce genre de problème? Alors il faudrait que je me forme dans ce domaine. Donc c'était une frustration comme ça. Donc c'est un soir rentré chez moi, il n'y avait pas d'eau. Il a fallu aller acheter l'eau minérale pour prendre ma douche et puis pour faire la cuisine, pour faire tout ce qu'il fallait faire. Sur près de 3 jours, j'ai utilisé uniquement des eaux en bouteille. Et ça, j'étais vraiment révolté. Comment est-ce que ça c'est possible? Comment tout le monde, et puis on en parle, mais rien ne change. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui comprennent ce domaine-ci et tout? Donc, cette révolte-là m'a fait bouger pour moi-même. Et puis, je me suis décidé, j'ai dit non, il faut que je fasse cette formation. Et à l'université où j'ai décidé, de Yaoundé 1, où j'ai décidé de m'inscrire en doctorat, c'était une formation qui n'était pas disponible. Et mon professeur m'a dit clairement que si tu tiens à faire cette formation, il va falloir que tu ailles le faire ailleurs. J'ai compris que s'il fallait que je me forme dans ce domaine-là, il fallait que j'aille le faire ailleurs où c'était possible, où il y avait des laboratoires équipés pour le faire, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai mis sur pied un programme de recherche de bourse d'études parce que en même temps, je ne pensais pas avoir assez de moyens pour financer cette formation. Donc, j'ai mis sur pied un programme de recherche de bourse. Donc, j'ai fait des formations en ligne qui m'ont permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait. J'ai lu certains livres, je me suis abonné à certains sites et tout. Donc, j'ai assez lu et puis j'ai mis sur pied un programme. Et lorsque j'ai déroulé le programme à la fin, c'est-à-dire environ 6 mois après que j'ai lancé le déroulement du programme, j'ai pu obtenir 3 bourses d'études avec 4 ou 5, avec 3 acceptations dans des universités où il fallait que je finance. Bien sûr, bien entendu, j'ai choisi d'évaluer les 3 possibilités. Il y avait un master, c'est-à-dire la bourse était très élevée, c'était très sérieux avec la Banque mondiale et tout, mais c'était un master. Il y avait 2 doctorats. Et un doctorat, c'était dans l'environnement beaucoup plus. Et un autre, celui que m'offrait la chimie, c'était dans l'environnement orienté traitement des eaux. Donc avec cette possibilité-là qui apparaissait clairement dès le départ. Alors sans hésiter, j'ai choisi la Turquie. Et j'ai aussi choisi la Turquie beaucoup plus parce que bref, je connaissais personne qui avait étudié en Turquie. Donc tous mes profs, ils avaient étudié en France, en Angleterre. Mon encadrant même de doctorat avait étudié en Angleterre. Donc je me suis dit, en Turquie, il n'y a personne, alors pourquoi pas? Alors je suis allé en Turquie. Donc il y avait aussi un laboratoire français qui m'avait accepté et qui m'attendait. Donc je suis allé en Turquie. Étant allé en Turquie, j'ai gardé des bonnes relations avec mon labo français. Et comme certains le savent déjà, j'ai eu à faire un séjour là-bas. Donc je les ai mis en connexion avec mon université en Turquie. Et puis bon, j'ai eu à faire un séjour de recherche là-bas d'1 an. Et après, je suis revenu ici pour terminer mes travaux. Donc voilà un peu, à peu près ce que je peux dire sur mon parcours. Et après avoir terminé mes travaux, du moins pendant les études, j'ai commencé à côtoyer le milieu business parce que Istanbul, c'est une ville, quand vous arrivez à Istanbul, vous comprenez que en fait, le business, c'est la clé. Les affaires, c'est la clé. Donc, si vous arrivez à Istanbul,
regardez les choses avec curiosité, vous allez comprendre que en fait, le monde, c'est le business, ça fonctionne avec les affaires. Et que dans le salariat, être fonctionnaire, dans ceci, bon, il y a cela qu'on aide les citoyens, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, ce qui est excitant, ce qui est stimulant, c'est le business, c'est les échanges, c'est les relations et tout et tout. Donc, étant à Istanbul, je l'ai compris rapidement parce que j'avais des demandes qui venaient et de la partie turque que de la partie africaine. Alors, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur-là et j'ai commencé à le faire. C'est comme ça que je suis recruté dans la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Et plus tard, lorsque je reviens de la France, je suis recruté dans une deuxième entreprise parce que je voulais déjà un peu changer le quotidien de la première entreprise-là. Une autre plus grande encore m'a pris. Et aujourd'hui, je suis dans une autre entreprise, une troisième, qui m'a toujours recruté avant que je ne termine ma formation. Mais j'ai décidé de commencer après avoir terminé. Donc, je les ai mis un peu en attente. Parce que vraiment, 4 mois avant que je ne termine, je ne fasse ma soutenance, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je me contentais de mes activités en ligne pour vivre et payer et prendre en charge mon loyer et tout ce qui va avec, toutes les charges quotidiennes. Et bon, je me suis contenté de ça et puis ça allait comme ça, quoi. Bon, voilà un peu ce que je peux dire sur mon parcours. Bon, voilà. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé pourquoi est-ce que je fais ça. Elle a dit, waouh, en fait, elle est au Bénin. J'ai dit que je ne vais pas citer des noms, surtout ceux qui ont envoyé leurs questions en privé, je ne vais pas citer des noms. Elle est au Bénin. Elle a dit, waouh, docteur Emmanuel, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais vraiment, je ne voudrais pas que vous arrêtez, continuez dans tous les volets. Je pense que ça pourrait aider et vraiment nous aider. Voilà, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je parle des études? Pourquoi je parle du business? Pourquoi je parle d'accompagner? La réponse, elle est simple, parce que je suis en colère. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en colère? Je suis en colère parce que je pense que nous avons été longtemps observateurs et nous continuons d'être des observateurs. Il faut bien qu'à un moment, ça s'arrête. Je suis convaincu que je ne vais pas changer le monde. Je suis convaincu que ce n'est pas avec mon action que l'Afrique va arrêter d'observer. Ça, j'en suis convaincu. Mais je suis également convaincu que avec mon action, il y aura 1, 2, 3, 4 et peut-être seulement 5 Africains qui prendront conscience d'un certain nombre de choses et qui décideront de vivre leur vie autrement. S'il y a même une seule personne qui le comprend, je dirais que j'ai gagné. Et déjà, en ce qui concerne le volet études, je peux déjà m'estimer heureux parce que, avec ce que je fais, en encourageant les jeunes à trouver des universités en Turquie, ce que j'ai fait jusque-là, et encourageant les jeunes aussi à rechercher des bourses d'études pour se former, j'ai déjà eu des résultats palpables et il y a des parents qui m'ont contacté pour me dire merci, qui ont cherché à me rencontrer lors de mes voyages au Cameroun, juste pour me dire merci et me donner des plantains. Donc, merci. Ce sont des plantains, ce sont des macabos, ou je ne sais pas trop quoi, des farines de manioc et tout. Mais pour moi, ça représente beaucoup. Parce que en fait, c'est juste une marque de reconnaissance de cette maman-là qui n'a rien, mais qui,
aujourd'hui peut dire que mon fils étudie à l'étranger. Juste ça, c'est beaucoup. Et je pense, avec la mouvance, avec l'engouement que j'essaie de communiquer à ces jeunes-là, qu'après leur formation, ils feront la même chose. Ils feront la même chose pour passer le témoin aux générations qui viennent après eux. Parce que ce n'est que ça qu'on peut faire. Et aujourd'hui, toujours à cause de ma colère, j'ai trouvé un partenariat, j'ai lancé des partenariats scientifiques entre certaines universités en Turquie et des universités africaines. Et les premiers sont déjà en train de se matérialiser. S'il y a d'autres Africains qui suivent cette vidéo et qui sont dans des universités beaucoup plus filière chimie, vous pouvez me contacter pour que je fasse la même chose avec votre université. Que vous soyez enseignant dans l'université, que vous soyez étudiant en cycle de recherche, c'est-à-dire master ou doctorat. Si vous êtes en licence et que vous comptez faire le master, vous pouvez toujours me contacter pour qu'on garde le contact. Donc, voilà un peu ce que je suis en train de faire. Et ça, je le fais pourquoi? Je le fais parce que je suis en colère. Et si vous êtes en colère, s'il y a quelque chose qui vous énerve, s'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas totalement, sachez que ça ne dépend pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire que ça change. Que votre colère, qui est au fond de vous, vous pousse à l'action. Vous seul pouvez changer quelque chose. Vous n'allez pas changer le monde, mais vous pouvez changer votre monde. Et changer votre monde, si chacun essaye de changer son monde, le monde changera automatiquement. Parlant de mon expérience en ce qui concerne les bourses d'études, l'expérience que j'ai, je l'ai acquise en pratiquant moi-même, en étant assidu sur Internet pour rechercher de manière active les opportunités de financement de mes études. J'ai pu trouver 3 bourses et j'ai eu 3 lettres d'acceptation dans les universités de haute couture. J'ai été accepté au Maroc, en Belgique, en Allemagne, en France, à 2 endroits. Donc, je pense qu'avec cette expérience acquise là, pendant que je me battais pour ma propre situation, en la partageant aux jeunes, ils peuvent également en tirer profit. C'est la raison pour laquelle je le fais également. En ce qui concerne le business, je pense avoir une expérience également dans le business parce que, étant venu en Turquie, surtout en ce qui concerne le business Turquie-Afrique, j'ai même publié un article là-dessus qui paraîtra dans les jours prochains dans une revue tchèque. L'article paraîtra en turc. Parce que je m'adresse aux Turcs. J'essaie de leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent pénétrer le marché africain de manière efficace, en leur définissant d'abord qui est l'Africain, comment est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous voulons et tout. Et actuellement, avec l'un des départements de mon université où j'ai étudié, Yildiz Teknik, je suis en train de poursuivre un projet de publication d'un livre sur les relations les relations commerciales Turquie-Afrique. Et le livre est déjà bien avancé. Ce livre sera publié en turc également. La version française pourra suivre plus tard. Parce que si je commence par la version française, c'est pas sûr que je vais arriver à bout. Donc voilà un peu certaines réalisations et dans le business et dans les études et dans les bourses d'études également. Et dans le business encore, actuellement, j'ai une entreprise que nous avons créée ici en Turquie avec le docteur Tini et le docteur Papi, c'est Smirna Global, que vous connaissez déjà, j'en parle régulièrement dans les vidéos. Mais en dehors de ça, j'ai une maison d'édition qui est Eudilami. C'est la maison d'édition que j'ai créée. Nous avons eu déjà publié nos premiers livres et nous continuons. Donc si vous avez une idée, si vous avez
besoin de publier un livre, n'hésitez pas. Nous publions les livres gratuitement. Oui, c'est gratuit de publier avec Eudyrami. Si vous avez même une idée, c'est-à-dire que vous voulez écrire un livre et tout, nous pouvons également vous accompagner dans l'écriture de ce livre-là. Ça, c'est ma maison d'édition. Et avec cette maison d'édition également, j'ai pour ambition de commercialiser les versions électroniques de plusieurs livres business, entrepreneuriat, études, recherche, business avec la Turquie, liste de contacts utiles, bref, un bon nombre d'informations électroniques à telle enseigne qu'une fois que vous avez payé avec peut-être Orange Money ou une carte de crédit, directement vous pouvez avoir accès au PDF ou à une autre forme et vous pouvez commencer à lire. C'est-à-dire que démocratiser la lecture. Parce que moi, je pense que ce n'est pas vrai que les Africains n'aiment pas lire. Les Africains aiment lire, les Africains lisent même beaucoup. Mais simplement, la phrase « les Africains n'aiment pas lire » vient du fait que on nous apportait la littérature qui est adaptée à une culture qui est différente de la nôtre. Et du coup, nous n'aurons pas envie de lire ça. Si vous venez me dire de lire « la neige est tombée », « le sapin a fait ci », ce n'est pas des choses qu'on connaît et du coup, nous ne serons pas intéressés. Mais par contre, quand on vous raconte une histoire où il y a des oiseaux que vous voyez chaque jour, il y a des animaux que vous voyez chaque jour, il y a un climat que vous vivez, vous vous sentez plus concerné. C'est la même chose dans le cinéma. Les films nigériens, le Nigeria qui a été l'un des premiers pays africains à commercialiser, à valoriser le cinéma et tout, nous avons vu ce que ça a donné parce qu'on se retrouvait dans ces réalités-là. C'était nos réalités. Voyez un peu. C'est la même chose dans la lecture. Lorsque un Africain a entre ses mains un livre qui parle de ses réalités, il le lit. La preuve est que les longs textes, parfois, que vous avez sur Facebook et qui sont partagés, les gens les lisent. Pourquoi ils les lisent? Parce qu'ils se sentent concernés. C'est ça le plus important. Donc, je suis convaincu que l'Africain peut lire, mais il faudrait que la lecture soit une lecture qui le concerne. Pas de lui parler des choses qu'il ne vit pas et de faire comme sinon, parce que ça s'est passé en France, parce que ça s'est passé en Angleterre, en Allemagne, alors lui aussi doit être concerné de cela. Pourquoi? Non. Bon, la Turquie et moi, c'est une histoire d'amour. C'est carrément une histoire d'amour. Oui, comme dirait mon ami et mon frère, comme dirait mon frère Junior Yango, avec la Turquie, c'est carrément dolo, dolo, dolo et dolo. Donc, c'est une histoire d'amour avec la Turquie. J'ai commencé à aimer la Turquie à Corée-Japon, parce qu'ils ont fait très bon football, et à cette Coupe du Monde-là. Et après, j'ai à tout hasard eu l'occasion de me retrouver en Turquie parce que je cherchais des bourses et puis je suis tombé sur l'annonce de la bourse de la Turquie et j'ai postulé. Et plus tard, je me suis retrouvé ici. Donc, c'est carrément une histoire d'amour. J'aime la Turquie. Et lorsque vous aimez quelque chose, vous en parlez. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous parlez de lui. Je crois que c'est un des musiciens de Petit Pays qui disait, si tu aimes le gars là, crie-le sur tous les toits. Donc, j'aime la Turquie, c'est pour ça que je parle régulièrement de la Turquie. J'en parle dans mes vidéos, je parle du business avec la Turquie, parce que j'aime la Turquie. Je n'y peux rien, c'est comme ça, j'aime la Turquie. Pour la petite histoire, pendant mon séjour d'1 an en France, vous savez combien de fois je suis revenu en Turquie pour me ressourcer? 3 fois. Pratiquement après 3 mois, j'avais envie de revenir en Turquie. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à tenir. Donc, souvent, j'ai tout fait et puis je me disais, waouh, il me faut aller me ressourcer. Genre, je cherchais un billet rapidement et puis quand je tombais sur un billet moins cher, je le prenais et puis je venais en Turquie. Même dans les conditions les plus compliquées. Et quand je venais, je passais une semaine, ouf, j'avais encore une
courage, une bouffée de fraîcheur qui revenait. Et puis, je repartais mener mon combat dans mon laboratoire de recherche qui m'accueillait en France. C'est pas que je n'aimais pas être là-bas, non, j'aimais bien être là-bas, mais il y a quelque chose qui vous lie carrément à Istanbul, que c'est difficile de se détacher de ça. Il y a une âme à Istanbul qui adhère avec toutes les âmes du monde. Donc c'est un peu ça la magie de cette ville. Donc je n'y peux rien. Donc vous allez supporter que je parle de la Turquie régulièrement parce que je suis amoureux de la Turquie. Je suis également amoureux de mon pays et j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, encore plus l'Afrique que mon pays. Et j'aime la Turquie. Qu'est-ce que je pense de l'éducation? Pour moi, l'éducation, c'est une arnaque. Je m'explique. L'éducation est une arnaque dans ce sens que, dans le sens où on met dans nos têtes que l'école, c'est la clé du succès. Dans cette phrase-là est emprisonnée l'arnaque de l'éducation. L'école, c'est l'une des clés du succès. Encore faut-il définir le succès. Le succès ne se définit pas de la même façon en fonction qu'on change des individus. Le succès pour moi, ce n'est pas le succès pour Mbarga ou pour Tangana ou pour Ngefak. Chacun a sa définition du succès. Donc, ceci étant, ma clé du succès ne serait pas la clé du succès pour ces personnes que j'ai citées là. Donc, l'école est l'une des clés du succès. L'école est incontournable si on veut être avocat, si on veut être médecin, si on veut être, je ne sais pas, juge, si on veut être... bref, il y a des métiers pour lesquels l'école est incontournable, oui. Et là, c'est classique. Mais, et puis même, il y a une base. Une fois qu'on a cette base-là, on n'est pas obligé de continuer. On n'est pas obligé de continuer. Avec le temps passé et tout, l'école, c'est une arnaque, moi je pense. Donc, avant d'aller faire des longues études, il faut réfléchir par deux fois. Il faut vous poser plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Si vous avez la bonne réponse dans le pourquoi est-ce que je le fais, alors allez-y, continuez même jusqu'au doctorat et même au-delà. Mais si vous n'avez pas de bonnes réponses sur pourquoi est-ce que je le fais, ce sera une perte de temps. L'investissement que vous donnez, vous mettez à l'école, c'est un investissement qui peut être vraiment perdu si vous ne faites pas les bons calculs. Pour moi, c'est un peu différent parce que, je m'explique, je travaillais au Cameroun et j'ai eu une bourse. Donc tout se passe comme si on transfère mon salaire en Turquie et on me dit tu y vas et pendant qu'on te paye ce salaire, tu te formes. Donc pendant ma formation, j'ai un salaire. Donc c'est tout à fait différent. Donc là, en fait, on investit sur moi pendant que je me forme. C'est différent de payer une pension pendant que tu te formes. Donc c'est tout à fait différent. Donc le choix à ce niveau-là peut être vite fait ou alors différent. Vous voyez un peu. Mais par contre, s'il faut financer, c'est un investissement. Il faut se poser beaucoup de questions. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage ces étudiants-là brillants à chercher des bourses d'études. Abonnez-vous à mon site et saisissez les offres que je poste régulièrement. Cherchez des bourses d'études. Ne vous laissez pas faire. Cherchez des bourses d'études pour financer des longues études. Si vous voulez faire des longues études, cherchez des bourses d'études.
j'ai beaucoup de respect pour les employés, pour ceux qui sont dans des entreprises, qui travaillent comme employés. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais seulement, il y a une chose. Si vous travaillez quelque part et que vous n'êtes pas épanoui, moi je pense que vous devez faire quelque chose pour passer à autre chose. Je le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, un employé ou n'importe qui, même s'il n'est pas employé, même s'il est un chef d'entreprise, c'est-à-dire que celui qui a créé l'entreprise, un entrepreneur, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce que vous faites, et vous vous plaignez chaque jour, et vous continuez de le faire, pour moi, vous êtes un esclave. Parce que la définition de l'esclavage et la définition de ce monsieur-là, c'est pas très éloigné. Si vous n'êtes pas satisfait de vos conditions, sortez sous la pluie et faites le nécessaire pour les changer. Il peut arriver que ça change, il peut arriver que ça ne change pas, mais au moins vous aurez fait quelque chose pour les changer, pour changer ces conditions-là. C'est très important. Ne restez pas sous la pluie et vous plaindre que ouais, il pleut sur moi et je me mouille. Non. Mettez-vous à l'abri ou trouvez un parapluie. Ou mettez-vous sous un arbre pour diminuer le nombre de gouttes de pluie qui vous touchent. Ne restez pas sous la pluie en disant regardez, je me mouille, je ne me sais pas bien, oh, le gouvernement est monté, le gouvernement est très occupé à faire des choses très, très, très compliquées. Votre problème, le gouvernement n'en a rien à faire. Mettez-vous ça une fois dans la tête. Votre problème, votre souci, le gouvernement n'en a rien à faire. Il est plus occupé à faire d'autres trucs. Oui, on peut se dire, ces choses-là sont moins importantes, sont ici. Ça, c'est vous qui le dites. Mais le gouvernement, lui, il a ses priorités qui sont différentes de vos priorités. Plaignez-vous si vous voulez. Après un mois de plainte, vous reviendrez et vous trouverez les choses exactement comme elles étaient au moment où vous avez commencé à vous plaindre. Et en ce moment-là, vous devez passer à l'action pour qu'elles changent ou alors recommencer un deuxième cycle de plainte. Donc, c'est à vous de choisir. Occupez-vous de vos problèmes. Même si c'est de la faute du gouvernement, même si le gouvernement doit faire ci, doit faire ça. Mettez-vous dans un état d'esprit où vous vous dites que ce n'est pas au gouvernement de le faire, mais c'est à vous. Dites-vous que ce n'est pas au gouvernement de changer votre vie, mais c'est à vous. Si vous pensez comme ça, vous pourrez faire des grandes choses pour vous et pour ceux que vous aimez. Laissez le gouvernement là où il est. Le gouvernement, les amis, ils ont mieux à faire que s'occuper de vos problèmes. Réfléchissez comme ça et vous allez voir comment vous allez devenir un décideur. Un décideur pour votre vie, un décideur pour la vie des autres et un faiseur de miracles. Et lorsque vous allez faire des miracles, c'est le gouvernement qui va vous appeler. C'est ces politiciens-là qui voudront être avec vous, pas l'inverse. Ne leur donnez pas l'occasion. Pour la création d'entreprise, je pense que j'ai déjà dit. Et ma différence entre un entrepreneur et un directeur d'entreprise, elle est simple. On va dire beaucoup de choses, mais moi, je vois ça comme, prenons une femme. Une femme, il y a des femmes qui donnent naissance à des enfants, accoucher un enfant, engendrer un enfant. Et il y a d'autres qui élèvent des enfants. La même femme peut engendrer un enfant et le lever. Mais c'est deux rôles différents. L'accouchement est différent du suivi de l'enfant. Donc, c'est deux rôles totalement
différent. Un directeur d'entreprise n'est pas un créateur d'entreprise. Il est juste le DG. Maintenant, un créateur d'entreprise subit toutes les étapes d'une grossesse. Parce que c'est compliqué. Il vit les 9 mois de la grossesse. Les vomissements, les soucis, toutes les douleurs de la grossesse. Le bébé qui va à gauche, qui tape, qui donne un coup de poing, le ceci, le cela, tout ce processus-là de la grossesse, le créateur d'entreprise le vit. Ça peut être écourté, ça peut être allongé, mais je vous assure, il traverse toutes ces étapes-là. Et il vit même les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Le dernier clash. Lorsque l'entreprise est là et tout, parfois, tout marche bien et tout, maintenant, le dernier effort, là, le dernier clash, parfois c'est très difficile. Et parfois, même, il ne s'en sort pas à ce dernier clash-là. Parce que l'entreprise peut bien marcher et tout, mais au dernier clash-là, tout sombre. Ça arrive également à l'accouchement. Parfois, ça ne se passe pas bien. Donc, maintenant, une fois que le bébé est né, c'est-à-dire l'entreprise est créée, par la suite, on peut la confier à un directeur. Une fois que le bébé est né, on peut confier le bébé à une dame qui va l'élever, qui va l'adopter. La même maman peut aussi élever son bébé. C'est-à-dire que le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, peut également gérer l'entreprise. Et on peut aussi confier l'entreprise à un directeur qui va prendre le relais. Donc, pour moi, voilà en même temps les convergences et les divergences de ces deux rôles-là. Les deux sont à respecter, mais c'est deux rôles très différents. Si j'ai un conseil à donner, c'est justement que n'écoutez jamais les conseils. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais écouter les conseils. Prenez tous les conseils. N'écoutez aucun. Vous croyez, qu'est-ce que vous pensez, vers où vous voulez aller, définissez ça vous-même. Même si pour le définir, vous avez besoin de connaître les avis des uns et des autres. Et foncez lorsque vous y croyez. C'est la seule façon qui vous permettra d'assumer tous les obstacles que vous allez retrouver sur votre chemin. Arrivé là, je vous dis merci si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, si vous êtes arrivé à ce niveau, je vais vous offrir un cadeau. Pour vous offrir ce cadeau, envoyez-moi un mail au mail qui sera inscrit engconsultingturkey@gmail.com. Envoyez-moi un mail et le titre du mail doit être merci. Donc, envoyez-moi ce mail-là avec le titre merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Dès que je vais voir ce mail avec le titre merci, je vais vous recontacter pour vous donner votre cadeau surprise. Ciao, ciao. Giga Success Star is designed to help you succeed in your business. We focus on networking, branding, consulting, business and more opportunities. Please subscribe now.